Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Je vous reviens aujourd'hui après une petite pause car vous l'avez peut-être entendu sur mon dernier podcast, je parlais légèrement du nez et donc j'ai eu le nez bouché pendant quelques temps. Alors comme annoncé, aujourd'hui je vais vous relater comment s'est comporté ou se comporte mon compagnon pour faire en sorte que je ne fuis pas radicalement la relation. Ceci m'a donc amené à réfléchir sur cette notion de fuite que pratiquent plus couramment les personnes à tendance yin comme moi et de me rendre compte qu'au fond, cette fuite est quasi impossible à éviter. Il existe bien sûr des cas peu courants comme le nôtre, à mon compagnon et moi, où il n'y a pas eu de séparation. Mais en tâchant d'objectiver cette question, eh bien, je me rends compte que la fuite se trouve à différents niveaux, même sans séparation. Et donc, comme déjà expliqué, la séparation elle-même n'est pas obligatoire tant que les deux jumeaux opèrent la purification ensemble. C'est-à-dire qu'en général, elle permet une purification de façon plus consciente du fait de la séparation et qu'on se rende compte que des choses nous agissent dans l'absence de l'autre et que cette conscience nous amène à nous dépasser et à opérer toute cette alchimie en nous, bien sûr dans l'espoir de retrouver notre jumelle ou notre jumeau. Mais sur le fond, la séparation elle-même n'est pas obligatoire. En revanche, ce qui est très courant, ce sont donc les phénomènes de fuite dont je vous ai déjà parlé dans un podcast précédent, qui est le numéro 5 dans la série Dans l'amour. Il parle notamment donc de ces coupures, de ces hachures du lien pratiquées plus couramment par les personnes à tendance yin. Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que ces phénomènes de fuite sont quasi impossibles à éviter? Eh bien, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie qui est très différente entre jumeaux, je peux déjà vous affirmer que j'ai énormément de mal avec l'énergie yang. Alors ici, il n'y a aucun jugement de valeur qui est émis, c'est juste un constat corporel. Donc, il m'est déjà arrivé d'être KO 3 jours d'affilée après avoir passé du temps avec des personnes à tendance yang. Je dis des personnes pour généraliser, mais je parle d'une seule personne. Donc, une seule personne à tendance yang peut me mettre KO énergétiquement pendant 3 jours suite à une rencontre. Et mon compagnon également, bien sûr. Par rapport à certaines personnes et certains contacts, eh bien, je sais que j'appréhende en me disant que, ouais, voilà, en allant par là, je sais que je dois me préparer à être KO pendant 3 jours par la suite. Est-ce que j'ai tellement envie de cela? De ce que j'ai observé, c'est vraiment la forme de l'énergie, ce qu'elle projette vers moi. C'est tout cet ensemble de sensations qui provoque ce résultat chez moi. Mais je ne peux pas dire en soi que l'énergie est négative ou positive. C'est vraiment sa nature qui est peut-être trop différente de la mienne et que j'apprends à vraiment appréhender petit à petit pour pouvoir être au contact de façon
plus durable. Il existe pour cela plusieurs clés adressées au yin qui passeront notamment par une affirmation juste, un ancrage et une présence à l'autre qui atténuera en finale cette sensation. Il s'agit ici d'un témoignage personnel, mais je gage que d'autres yin savent de quoi je parle. Et quant aux clés pour pouvoir se prémunir, j'en parlerai dans d'autres podcasts futurs. Revenons donc au sujet du jour. Comment mon compagnon s'y est-il pris pour éviter au mieux de me faire fuir? Étant de nature plutôt yang, eh bien, je vous assure que l'ego, c'est quasi son meilleur ami. Donc, je ne crois pas que j'ai affaire à un yang édulcoré ou un yang adouci. C'est un homme très actif, je dirais même hyper actif, dont l'énergie est très fortement émissive et dont les idées aussi peuvent sembler parfois arrêtées. Bien souvent, j'ai l'impression que c'est comme ça et pas autrement, même s'il ne prononce jamais typiquement cette phrase, on sent dans son comportement cette limite. À l'image que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment mon phare. Il se tient droit à la verticale. Donc la verticalisation me semble être quelque chose d'important, pour ne pas dire d'imposant, chez les personnes à tendance yang. Et comme un phare, il émet sa lumière tout autour de lui. La verticalisation de mon compagnon se ressent pour moi dans la structure de ses idées, dans la façon dont il construit ses idées. Elles sont très réfléchies, rationnelles et logiques. C'est donc grâce à lui que je parviens à vous enregistrer mes podcasts en élaborant tous ces sujets. C'est-à-dire que sans le mariage de cette énergie yang avec mon jumeau, eh bien, je ne saurais pas le faire car je l'ai vérifié la semaine dernière. Comme j'étais un peu malade et avec le nez bouché, donc, eh bien, j'avais moins envie de contact avec mon compagnon et je me suis aperçue que je n'avais moins la capacité d'élaborer mes idées. Et donc, même si j'avais voulu, eh bien, j'aurais eu bien du mal à vous enregistrer un podcast, rien qu'en raison du manque de contact avec l'énergie yang de mon compagnon. Il est donc mon phare qui projette sa lumière tout autour de lui et qui m'illumine également, bien sûr. Cette projection lumineuse est quelque chose qui se fait de façon continuelle. Donc, il ne s'arrête jamais. Il a une énergie tout à fait débordante, mais continue aussi. Donc, cela a un côté très rassurant pour moi. Que ce soit de jour ou de nuit, je sais où le trouver, je sais où il en est. Ses idées, ses valeurs sont stables. Sur l'ensemble de notre relation, eh bien, j'ai l'impression d'avoir toujours eu affaire donc à la même personne et malheureusement aussi à ce noyau très dur qui est son ego traumatisé. J'observe l'expression de celui-ci par une certaine domination, un certain besoin d'avoir raison et de protection, je dirais. Je ressens une protection de lui-même, mais aussi un besoin de protection des autres dans une sorte de paternalisme. Je crois qu'il est une âme plus vieille que moi
et que c'est sans doute grâce à lui que nous avons évité le naufrage. Je ne sais pas comment vous expliquer d'où il tient cela, mais il semble réguler les moments où où il sent qu'il peut venir vers moi, où il ferait mieux de prendre un peu de distance. Alors ça, c'est une régulation interne qu'il a et que j'ai observé depuis le début. Il sait quand m'approcher et il sait quand prendre un peu de recul. Alors, cela pourrait donner l'impression que je suis toute puissante et que je dicte ma loi et que je l'empêche de venir ou je lui demande de dégager. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement comme une valse entre jumeaux qui se fait naturellement. Personne ne dit à personne ce qu'il a à faire, c'est juste que je l'observe en finale et je peux vous le partager. Mais il ne s'agit pas ici d'un rapport de force, d'autant plus que, comme vous le savez, pour ma part, en tant que yin, eh bien, je régule aussi instinctivement mon approche ou ma réserve par rapport à mon compagnon yang. C'est-à-dire que quand son ego est trop fort, eh bien, je me recule, pour ne pas dire que je le fuis. Et comme je vous l'ai déjà partagé, toutes les techniques classiques qui sont conseillées en séduction, eh bien, ne fonctionnent pas entre nous. Donc, on ne sait pas avoir des leviers psychologiques comme des silences radio ou le fameux « fuis-moi, je te suis » ou encore les mises au point et les recadrages qu'on vous conseille de faire en tant que yang. Eh bien, ceci ne fonctionne pas sur les yin. Pourquoi? Eh bien, parce que tous ces leviers psychologiques n'agissent qu'au niveau de l'ego. Ils ne conscientisent aucune part de nous sur les problématiques en présence. Or, le lien de gémilité est en partie une alchimie qui nous amène à purifier et à observer toutes nos problématiques. Et ceci dans le but d'être traversé, transcendé par l'amour inconditionnel, l'amour absolu et universel, et donc de l'incarner. Parlant d'amour divin, eh bien, cela me paraîtrait très curieux et burlesque si des techniques telles que le « fuis-moi, je te suis » fonctionneraient. Le « fuis-moi, je te suis », c'est quasi l'histoire de toutes mes relations amoureuses précédentes. Donc, justement, s'il y en a une seule où cela ne fonctionne pas, c'est là où j'ai commencé à me questionner sur la nature profonde de ce lien et de m'apercevoir de toute notre symétrie et donc notre complémentarité et gémellité. Entre nous soit dit, lorsque j'écoute des conseils de thérapeute yang pour recadrer votre yin, eh bien, j'ai déjà envie de fuir. Si vous agissez comme tout le monde, eh bien, comment votre autre sait vous distinguer? Comment sait-il que vous êtes unique à ses yeux? Ces pratiques, en plus, n'étant pas forcément liées au cœur ni à l'amour pur, eh bien, comment votre hôte peut-il reconnaître l'amour en vous? Pour répondre alors à la question, comment mon compagnon agit-il pour ne pas me donner envie de fuir à toutes jambes? Eh bien, il s'agit déjà d'éviter tous les jeux psychologiques. J'apprécie davantage une discussion ouverte et éclairée entre adultes plutôt que de me voir recadré comme un enfant qui a fauté. Je ne vous apprends rien, les personnes à tendance yin ont plutôt comme valeur et comme critère la liberté. Donc il ne s'agit pas
d'aller les limiter dans leur champ de pensée et d'action. Il est préférable d'avoir tout simplement une communication ouverte dans un partage authentique. Donc, n'ayant jamais expérimenté de séparation, eh bien, je ne peux que témoigner de cette façon et de cette optique-là, qui est la mienne, qui est donc de pratiquer un relationnel dans le partage, un partenariat dans l'équilibre. Ceci donc pour illustrer qu'il s'agit bien d'un lien entre deux âmes et donc d'un partenariat sensible et minutieux. C'est ce qui différencie essentiellement ce rapport gémellaire de flammes jumelles, c'est que les jumeaux sont hypersensibles et ont un bagage traumatique souvent très chargé. Donc, dans ce lien, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de compromis possible comme dans les liens d'âme sœur. Donc, lorsque je vous annonce le sujet qui serait ce que mon compagnon a fait, pour éviter que je le fuis radicalement, eh bien, il s'agit plutôt de voir quel a été notre apport respectif. Donc, ce sont les deux jumeaux qui, dans une valse à deux, vont petit à petit conscientiser de leur marge de manœuvre et aussi de leur responsabilité dans la bonne marche de la relation. Pour rappel, mon compagnon n'a aucune idée de l'existence du lien de flamme jumelle, il ne sait pas ce que c'est. Pour autant, là où l'a conduit sa vie, eh bien, il avait une conscience de ce que pouvaient induire ses comportements, en tout cas de manière générale, et de manière plus bruyante peut-être dans notre lien. Mais pour la première fois, il s'attelle à rendre son comportement plus consciencieux et donc plus acceptable pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'il est activé par ce que notre lien lui renvoie, la seule différence, c'est que il va mettre de la conscience sur son comportement. Et cela est déjà la part la plus magique dans une relation. Et pour ma part également, j'essaye de mon mieux de mettre de la conscience sur mes comportements. Donc ce n'est pas tant d'être parfait qui garantit le lien, le ciment de la relation, mais de simplement déjà pouvoir mettre de la conscience sur ce qui nous agit. Donc concrètement, par exemple, si nous avons un froid, une crise, eh bien, nous allons réagir fatalement comme tous les couples. Mais au-delà, c'est la conscience du fait que nous sommes pilotés totalement par notre ego blessé qui va nous permettre de sortir de cette impasse et de faire donc gagner l'amour et le lien. Cette nouvelle perspective permet donc de recréer des nouvelles autoroutes neuronales chez chacun qui va alors s'habituer à une relation beaucoup plus stable que nous avions connue auparavant avec nos autres partenaires, mais aussi entre nous. Donc, c'est-à-dire que le lien de flamme jumelle devient alors le principe actif de résilience. Donc, la résilience ne réside plus uniquement
dans le chef de chacun, mais dans le partenariat lui-même. Donc c'est résilience puissance 1000 à ce moment-là. Ce n'est plus la résilience des deux jumeaux, chacun séparément, mais la résilience de chacun mis au service du lien qui fait que cette résilience est décuplée. Donc, lorsque je parle d'autoroute neuronale, ce sont des chemins dans notre cerveau qui n'ont jamais été frayés auparavant avant ce lien-ci. C'était chaque fois des embranchements neuronaux qui menaient à des impasses dans les relations précédentes et qui désormais vont pouvoir exister grâce aux liens de flammes jumelles. Ce sont donc de toutes nouvelles autoroutes créées dans notre cerveau, dans nos connexions neuronales qui existent grâce à notre autre, grâce à notre jumelle ou notre jumeau, dans l'exercice mutuel de notre habileté relationnelle. Lorsque vous voyez bien comment se produit cette valse gémellaire, eh bien vous comprenez alors que la séparation est bien difficile à éviter lorsque les égos blessés s'en mêlent. Il ne sert donc à rien de vous fustiger par rapport à cet état de séparation et aux raisons soi-disant de cette séparation. Personne ne peut être en conscience de ce qu'il n'a pas justement en conscience. C'est tout le parcours, tout le chemin de vie qui vous y conduit. Pour ma part, malgré que je sois au courant de l'existence des flammes jumelles et de ce lien, eh bien, même en ayant rencontré mon compagnon par la suite, ça n'a pas été nécessairement si évident que cela, puisque il faut encore que ma conscience puisse intégrer l'expérience. Vous le savez comme moi, nous passons notre vie à répéter exactement les mêmes schémas jusqu'à ce que nous puissions prendre conscience de ce que ces schémas induisent en nous, et ce jusqu'à ce que nous décortiquions tous les mécanismes de défense qui nous pilotent donc, et ensuite parvenir à laisser notre conscience être aux commandes de notre existence, ce qui avoisine un état d'éveil plutôt rare. Prochainement, je vous expliquerai comment j'ai accompagné mon jumeau dans notre relation pour arriver à cet état de conscience. Vous comprendrez alors mieux l'intrication de l'apport et du travail des deux jumeaux. Il ne s'agit pas que de l'apport d'un seul des deux. Pour résumer donc ce podcast, eh bien, il s'agit pour mon compagnon et moi de parvenir à une sorte d'état de conscience où nous surpassons nos égos afin donc de faire gagner l'amour. Concrètement, comment vous pourriez l'appliquer dans votre quotidien si vous êtes au contact de votre jumelle ou votre jumeau? Eh bien, avant de poser un acte important ou de dire une chose importante, vérifiez si ceci va servir le lien, l'amour et la conscience. Si vous en doutez, eh bien, je vous conseille tout simplement de temporiser votre envie ou votre impulsion. Étant une relation à haute sensibilité, elle ne laisse aucune place à l'expression de l'ego. Je comprends aisément dans la situation de la plupart d'entre vous, étant en séparation, eh bien, ce n'est pas aussi évident que cela de pouvoir
être dans cette justesse et vibrer la justesse dans votre lien de flamme jumelle. Vous vous sentez sans doute comme si on vous avait coupé les ailes ou une part de vous-même. Laissez-moi alors vos questions ou vos commentaires. Je me ferai vraiment un devoir de vous répondre. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner si vous appréciez mon travail. Sachez que ceci est important pour toutes les personnes qui œuvrent sur YouTube, donc en termes de référencement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ensemble, ouvrons notre horizon et à très bientôt.